suis le 10e président bénéficiant d'une concession portuaire. Et c'est effectivement une marque qui est chère à mon cœur parce que, je dirais, je ferme la marche d'une lignée tout à fait prestigieuse et dont j'assume avec beaucoup de fierté l'héritage. Alors, puisque nous parlons du port, nous parlons nécessairement de la Martinique. L'histoire du port se confond avec l'histoire de la Martinique. Du devenir de ce port dépendra la survie immédiate de l'île et dépendra probablement le plan de développement de cette île. C'est donc plus qu'un projet portuaire qui a été remis à la Chambre de commerce. C'est tout simplement le projet économique de la Martinique. Il y a également le port du tourisme, car la Martinique est l'île du tourisme. Et de ce point de vue, si on a pu dire qu'il y avait de la léthargie sur le port touristique, on ne peut plus le dire aujourd'hui. La Chambre de commerce et le port dont elle était concessionnaire ont toujours été au rendez-vous de l'économie. Un rendez-vous, ça veut dire non pas être là à l'heure, mais être là avant l'heure. En particulier, quand il s'est agi d'accompagner le développement de notre importation et de notre exportation majeure, je parle de la banane, le port était là. Et puis enfin, il y a les autres activités qu'il ne faut pas oublier. Car le port existait avant la Chambre, en réalité, avant qu'elle en fût concessionnaire elle-même. Les activités de réparation, le bassin de Radou, qui est une singularité martiniquaise. Eh bien, ce bassin de Radou a été maintenu, son potentiel a été développé et aujourd'hui, il continue à recevoir des bateaux de tout tonnage provenant de l'ensemble de la Caraïbe. C'est donc un port, je dirais, en état de marche et prêt pour ces nouvelles reconversions que nous proposons, avec, je dirais, une fierté partagée, mais encore une fois, c'est une fierté non pas personnelle, c'est une fierté en tant que membre d'une chaîne, dernier membre d'une chaîne, maillon d'une chaîne, qui, je crois, n'a pas failli à sa tâche. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de proposer à la Martinique du XXIe siècle un port en état de marche. Quand j'étais jeune, la plupart du commerce international se faisait dans la baie, avec des déchargements de marchandises sous les gabarres qui étaient amenés sur le boulevard Alfassa. On débarquait des bœufs à la Pointe-Simon, en les attachant par les cornes et en les lâchant dans l'eau pour qu'ils arrivent à la terre. Et avant, je parle de port existant, il y avait le transport avec des bateaux qui faisaient le charbon ici. Les dames qui portaient les traits de charbon pour aller charger le bateau en charbon. En arrivant le matin, on leur donnait un marron et le soir, ils touchaient leur argent. Les camions se mettaient du côté de la savane en longueur et arrivaient jusque le lycée. Bon, et quand la Chambre de commerce est arrivée, on a pu faire les camions, ne pas rester sur la route, entrer, parce qu'on pesait la veille. Ce qui gênait pour avoir cette queue, c'était qu'on ne pesait pas la veille. Nous, on pesait la veille. On faisait des installations parfois à des nouilles à la veille. Si un bateau entre 19h et 20h, on installait tout de suite. On terminait vers 1h du matin et on était là à 7h. À la fin de l'année, il y a des bateaux qui arrivent avec des cargaisons de vin, de liqueur, de ceci. Et comme agent d'assurance, les dockers faisaient des quantités d'avaries pour pouvoir avoir des bouteilles cassées, des cartons ouverts, etc. Eh bien, moi, je prenais un chef coopératif, il prenait une caisse de vin, il la mettait là, et il disait, messieurs, c'est pour vous s'il n'y a pas de casse. Et il n'y avait pas de casse. Les bateaux avaient ce qu'on appelle une bigue, qui mettait les choses à terre. Il y avait la casse, il y avait le vol, donc chacun avait son petit panier, tous ceux qui travaillaient là avaient son petit panier, son petit sac. Et les gens qui n'étaient pas censés boire du champagne en buvaient.
Il y avait beaucoup de bateaux et peu de places à quai. Maintenant, il y a beaucoup de places à quai, il y a moins de bateaux. Mais le trafic a changé énormément. La plus grosse partie du trafic était faite par ce que nous appelions des caboteurs, des petits bateaux de 500 et 1000 tonnes qui ravitaillaient. Celui-là portait du bois, celui-là portait du ciment, celui-là portait de l'engrais. Et en ce temps-là, la Chambre de commerce voulait entrer dans le port. Donc il ne fallait pas faire de bévue pour contrarier l'autre compagnie qui était déjà là. Parce que si ça ne marche pas avec vous, on vous dit, monsieur, vous entrez dans le port, ça n'ira pas, donc laissez-nous tranquilles. Et en 1952, la Chambre de commerce dit non, ça a duré ainsi. Soit qu'on bazarde des appareils, soit qu'on commence. Il faut le faire. Le port avait, peut-être pas moi, plus de 800, 500, 600 personnes par jour qui travaillaient dans le port. Vous voyez ça? Il y avait des jeunes. Les jeunes n'étaient pas dans la rue. Les jeunes venaient prendre des marrons. On appelait ça des marrons, des bouche-tout. Et puis ensuite, le port a évolué, nous avons eu la concession. Donc la concession en particulier, c'était l'exploitation, le transport des bananes, l'exploitation et le mouvement passager à côté. Et ce n'est qu'ensuite que la Chambre de commerce a changé les quais, refaire les quais, parce que là on était sur un petit quai là, il y avait des petits bateaux de 850 tonnes, on est passé à des bateaux de 1200 tonnes, on est passé à On Cap, On B, des bananiers gigantesques. Et là, c'était beaucoup plus dur. C'est pourquoi on a commandé d'autres nourrières. Les dirigeants de la Chambre de commerce sont conscients que dans une île comme la nôtre, la première préoccupation d'une chambre de commerce est de développer la fonction des échanges. Cela vous explique les initiatives que nous avons pu prendre dans le domaine aéronautique et aussi dans le domaine portuaire. En même temps, nous étions dans le port, près du port, parce que nous faisions des zones. Nous avons fait la fameuse zone où vous trouvez la cimenterie. Et ensuite, nous avons avancé, nous avons fait la zone industrielle ou portuaire qui, au départ, devait être là pour l'industrie seulement, mais enfin, on a enlevé, extrait une partie de cette zone pour faire le terminal actuel que vous voyez. Tout le monde voulait s'installer sur le port, mais enfin, il n'y avait pas de place, hein, donc c'était la zone industrielle ou portuaire qui se sont retirés par là. La Chambre de commerce a construit des appartements, des installations, des ceci. Et c'est quand même mieux que ce qu'il y avait avant. Hein. C'est quand même mieux. Le tourisme se faisait dans la baie, la partie mouillage forain. Vous aviez 2 ou 3 bateaux qui étaient là et les gens venaient, ils débarquaient sur ce qu'on appelle le malécon maintenant par des tendeuses, des vedettes. À cette époque-là, le tourisme était beau et bon parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient et puis les crises s'ajoutant aux crises, il n'a fait que diminuer. La banane fonctionne très bien. On a commencé à faire des études pour la conteneurisation du port. Oh là là, la catastrophe. Personne ne veut la conteneur. À cette époque, les conteneurs étaient transbordés et manipulés par les dockers à partir des bateaux. Il n'y avait pas de portique. Le rendement était d'environ 7, 8, 9 conteneurs à l'heure quand c'était très bien. Et avec l'arrivée des portiques, on est passé rapidement à 13, 14 conteneurs à l'heure rapidement. Alors c'était assez passionnant parce qu'on m'a dit, nous on ne sait pas ce que c'est qu'un terminal à conteneur, donc on vous donne carte blanche. À cette époque-là, il y avait d'abord l'aspect technique qu'il fallait régler, puisque les portiques étaient en construction au chantier ACB de Nantes. Je rappelle qu'il y avait 4 portiques en construction au chantier ACB de Nantes, 2 portiques qui allaient
pour la Martinique et 2 portiques qui allaient pour la Guadeloupe. C'était des portiques avec avant-bec relevable, contrairement avec les poutres télescopiques que nous voyons derrière nous. Et nous avons commencé une petite équipe, donc d'une dizaine de personnes. Et nous avions à ce moment-là donc 2 portiques à conteneurs. Alors les portiques sont arrivés en 1980 et ont été mis en service seulement en 1981. Et ils sont arrivés tout montés, mais il y avait quand même quelques petits travaux, l'avant-bec, etc. à terminer. Et donc, pendant cette année-là, il y a quand même eu un certain nombre de mouvements sociaux et de débats. Il faut savoir qu'en Martinique, le débat sur la conteneurisation, au point de vue élu, n'était pas encore... il y avait encore des gens des élus qui pensaient que la conteneurisation, c'était pas bon pour la Martinique, etc. etc. Hein. Premier porte-conteneur qui arrive là-bas, quand on a mis l'ossière pour accrocher le bateau, les dockers ont enlevé l'ossière. Vous vous rendez compte, le bateau Pointe Saint-Charles, il y a du vent, le bateau a dû faire marche arrière, bon Dieu. Retourner dans la rade de Fort-de-France. Enfin, réunion encore des dockers. Ils se disent, nous voulons ça, on leur donne, nous voulons ça. Et puis finalement, ils ont accepté. Cette année 80 s'est achevée la 3e extension du port avec la construction d'un quai de terre-plein à conteneurs, ceci pour répondre au développement considérable pris par la conteneurisation des marchandises. Hélas, au niveau des hommes qui y travaillaient, la situation était loin d'être brillante. Dockers, manutentionnaires, direction départementale de l'équipement n'arrivaient plus à s'entendre. Avec l'évolution du port de Fort-de-France, il était dit qu'il fallait diminuer le personnel des dockers. Et nous étions opposés et vous savez très bien comment cela s'est passé. On nous a envoyé des forces de l'ordre assez importantes. Finalement, c'est pas la peine de faire toute cette grève pour arriver à un résultat en signant. En signant, mais vous venez de dire que c'était le couteau sous la gorge. Le couteau sous la gorge, on était obligé de se soumettre. Entre les dockers et les employés de la Chambre de commerce, en principe, il n'y a pas de mélange. Les dockers font leur travail et les employés de la Chambre de commerce faisaient le leur. Le travail des employés de la Chambre de commerce, c'était de prendre le conteneur à bord du bateau et le mettre à terre. Et mis à terre, le docker prenait en charge le conteneur, c'est tout. On ne voyait plus donc la marchandise arriver en vrac, mais elle était en conteneur. Ça a permis de gérer donc, ce qu'on appelle le chapardage, par exemple, sur le port. Et c'est vrai que pour une certaine population de personnel portuaire, ça a changé les choses et ça a permis de sécuriser en quelque sorte donc, le travail sur le port. Ce sont les dockers qui ont subi la transformation, parce que nous sommes arrivés avec les portiques, des employés qui ne connaissaient pas la manutention manuelle avant, ils sont arrivés avec leurs portiques pour manipuler les conteneurs. Donc pour eux, il n'y a pas eu de changement. C'était quelque chose de neuf pour eux. Mais avec l'arrivée de la conteneurisation, c'était un peu plus sérieux. Il n'y avait pas autant de pertes, et ça marchait. Et puis les dockers, il y a qui sont partis en retraite, il y a qu'on a changé, il y a des jeunes dockers qui sont entrés. Et puis la technologie a changé et tout. Et puis le boulot est moins dur dans le port. Quand quelqu'un se disait jadis qu'il était docker, il était mal vu. Mais quand on a commencé à moderniser le port, et bien tout le monde voulait venir au docker. Parce que vous savez, il ne disait pas des choses comme ça. Le docker pouvait faire un salaire supérieur à celui qu'il emploie. Pendant un an, ça ne se bousculait pas au portillon. Les gens ont été observateurs. Puis au bout d'un an, un peu plus, comme on a vu que ça marchait, donc là, tout le monde s'est battu pour dire « moi je veux passer aussi dessous », etc. La CCI sur le port a augmenté les surfaces de terre-plein pour les conteneurs, de 1. Et de 2, nous avons créé, la Chambre de commerce a créé des installations électriques pour permettre le stockage des conteneurs réfrigérés. Ça a accordé une souplesse dans l'embarquement des conteneurs. Quand un bateau n'était pas encore arrivé, on pouvait mettre les conteneurs en froid en attendant le bateau. En même temps, nous étions dans le port, près du port, parce que nous faisions des zones. Nous avons fait la fameuse zone où vous trouvez la cimenterie. Et ensuite, nous avons avancé, nous avons fait la zone industrielle ou portuaire qui, au départ, devait être là pour l'industrie seulement, mais enfin, on a enlevé, extrait une partie de cette zone
pour faire le terminal actuel que vous voyez. Cette zone sera appelée à prendre de l'ampleur car la CCIM prévoit une superficie de 49 hectares pour la fin 89. Évidemment, le financement de ce genre d'opération coûte excessivement cher. Et là, l'État, le Conseil général, régional, la mairie de Fort-de-France et la Chambre de commerce se partagent les frais. Pour l'instant, on est en train de débroussailler le terrain et c'est peut-être pour cette raison que l'on a parlé hier de démolition de cases. Nous ne prenons pas du terrain, au contraire, nous en faisons sortir de l'eau. C'est-à-dire là où nous sommes maintenant, il n'y a que de l'eau, et plus tard, il y aura 10 hectares de terrain. Donc nous ne prenons rien sur personne. Normalement, les travaux proprement dit auraient déjà dû commencer, mais selon les promoteurs de ce projet, il semblerait que l'État n'a pas encore versé sa part. Du côté des pouvoirs publics chez nous, on vous répond que cette version est fausse et que c'est le projet définitif qui n'a pas encore été présenté. Il faut savoir que le port de Fort-de-France est un des rares ports où on trouve autant d'activités qui s'y déroulent, et à cette époque sur un espace relativement contraint. Donc il fallait rationaliser tout cela. C'est pour ça qu'en 1991, donc, nous avons élaboré un schéma directeur d'aménagement et de développement du port, justement pour permettre de mettre en perspective ces différentes activités, en particulier le transport de conteneurs et la croisière, pour créer des équipements nouveaux, pour leur permettre de se développer dans des conditions, j'allais dire, les plus confortables possibles, et puis surtout les mettre en perspective de développement. En 1991, nous avons résolument permis donc au port de franchir une nouvelle étape de modernisation de ces équipements pour le développement des activités du transport en conteneurs, de la croisière et du trafic divers. Ça n'a pas été facile parce que ici, à l'hydrobase, le terre-plein ne se prête pas tellement. C'est trop à l'étroit. Donc c'est d'ailleurs pour ça que très rapidement, on a pris conscience que si on voulait développer ce trafic conteneur, il fallait déjà probablement que l'on trouve un site un peu plus approprié qui nous aurait permis de nous développer. Nous étions en 1991 à un des sommets de l'activité de croisière en Martinique. On connaissait à peu près 600 escales et pratiquement 400 000 à 500 000 passagers. Il y a des jours où nous avions 6 ou 7 paquebots en Martinique et dont la plupart restaient en rade. Donc il fallait offrir des postes taquets aux paquebots. Et c'est ainsi que nous avons construit l'apportement de la Pointe-Simon de 2 postes taquets, plus ce que nous avons aux Tourelles. C'était pratiquement 5 postes taquets que nous offrions à la croisière. Sur le même espace cohabitaient aussi bien des touristes de croisière que des containers. Imaginez-vous cette situation. Et malgré tout, nous avons quand même réussi à mettre en place un certain nombre d'opérations, mais ça a été une très très belle décision que de déplacer toute l'activité des containers, donc à la Pointe des Grives, pour libérer totalement cet espace qui est aujourd'hui superbe. Il y a très peu de ports à la Martinique qui disposent d'un tel foncier pour pouvoir développer l'activité croisière et les infrastructures en particulier pour une tête de ligne. Pour l'activité de réparation navale, nous avons à cette époque-là, toujours dans les années 91-92, beaucoup investi sur le bassin de Radeau en modernisant donc les équipements, les bateaux-portes, les crues, etc. Ce bassin de Radoux est un monument historique de la Martinique puisqu'il a été construit au départ pendant la guerre du Mexique sous Napoléon III. Du temps des guerres impériales, il fallait une base dans les Caraïbes. La Martinique était déjà française et je pense que déjà la possibilité de recruter du personnel localement et d'assurer et de former ce personnel devait déjà exister. Donc je pense que c'est un réel plus pour le port de Fort-de-France, à la fois pour les clients navires et à la fois pour le port. Un autre chantier que nous avons entamé, qui est non moins important, c'est l'informatisation de nos procédures sur le port. Avec Émile Tanik, qui est à l'époque directeur de l'informatique, aujourd'hui qui a rejoint le port, nous avons fait un très gros travail de schéma directeur informatique du port à cette époque-là également. Le troisième chantier, c'est la démarche qualité. Et aujourd'hui, le port, notamment pour toute l'activité d'exploitation aux conteneurs et l'exploitation et la maintenance au portique, est certifié ISO. Et ça, c'est le fruit du travail au quotidien de notre personnel qui a su s'inscrire dans cette démarche, qui est une démarche donc résolument industrielle, pour mettre ce port dans une perspective donc, de performance au service de l'économie martiniquaise. Nous avons donc résolument permis donc, au port de franchir une nouvelle étape de modernisation de ses équipements pour le développement des activités du transport en conteneurs, de la croisière et du trafic divers.
16 hectares gagnés sur la mer, des tonnes de remblais utilisées, des opérations de dragage de grande envergure. Il fallait connaître l'impact sur l'environnement de la construction d'une telle structure. Étant donné l'enjeu économique représenté par ce nouvel équipement et son coût, 750 millions de francs, rien ne devait être laissé au hasard. À la Pointe des Grives, il y avait une question de sécurité pour l'aviation. On était dans le cône de sécurité de la piste. Ça nous a obligés de vendre ces portiques qui étaient des portiques avec des avant-becs relevables. Nous sommes pratiquement, et en ce moment, sur la 3e génération des employés du port. Et nous sommes aussi la 3e génération des portiques à conteneurs. Ce qui fait qu'il a fallu, tout au long de ces 30 années, qu'il y ait adéquation parfaite entre cette avancée technologique et la formation de nos personnels. C'est pour cette raison qu'au début des années 80, nos collaborateurs, on les recrutait à un niveau CAP, ce qui était tout à fait raisonnable et ils répondaient donc à notre attente. Et ensuite, on les a recrutés au niveau des bacs technologiques. Et puis, la 3e génération, qui est celle du terminal à conteneurs actuel avec nos portiques Loplofal, ce sont des gens qui ont soit un bac professionnel ou un brevet de technicien supérieur. Le trafic actuel est essentiellement un trafic domestique. C'est-à-dire que nous faisons, bon an, mal an, autour de 150 000 équivalents 20 pieds. Les équipements que nous avons nous permettent d'aller jusqu'à 220 000 équivalents 20 pieds. À partir de 2015, il y a plus d'1,5 million de conteneurs qui vont chercher un port. Notre prétention, c'est d'être un hub pour cette activité de transbordement. C'est pour cela que nous avons donc prévu un projet raisonnable financièrement pour nous inscrire résolument dans le développement du transbordement. Nous avons commencé à travailler sur ce projet qui consiste à étendre d'une quinzaine d'hectares le terminal actuel de la Pointe des Grives, qui passera d'une capacité de 16 hectares à environ une trentaine d'hectares, pour être prêt en 2015 lorsque le 3e jeu d'écluse du canal du Panama sera ouvert. Ce port a un potentiel technique, un potentiel naturel et un potentiel humain exceptionnel. Il faut le faire fructifier au service de l'économie martiniquaise. Si on veut maintenant se lancer sur un trafic concurrentiel, et le transbordement c'est concurrentiel, donc tout le monde vous le dira, il y a bien sûr les équipements, il faut qu'on soit capable d'accueillir les bateaux, il y a le coût. Et après, eh bien, le client demande à être traité comme quand il arrive, il veut être traité. Même s'il arrive un peu tard dans le soir, même s'il faut déborder de 5-10 minutes, il ne comprend pas qu'on laisse 2 conteneurs à terre parce que bon, l'heure est passée. Alors il reste beaucoup à faire, il restera toujours beaucoup à faire sur ce port. Il a des projets, chacun les connaît. Ces projets, ce sont des projets d'envergure, des projets qui sont adaptés aux caractéristiques du port, aux caractéristiques nautiques exceptionnelles dont dispose la Martinique, dont, encore une fois, le port a su tenir parti. C'est un port qui est également, encore une fois, adapté à sa révolution touristique. Et là encore, la Chambre de commerce a eu et aura son rôle. Car qui dit tourisme dit non seulement bateau, mais dit aussi avion. Et n'oublions pas que pratiquement pendant la période où la Chambre était concessionnaire du port, comme par hasard, le même acte de confiance lui était fait, à juste titre, puisqu'elle était concessionnaire de l'aéroport. Après autant d'efforts déployés, il nous appartient en tant que Chambre de commerce de veiller à être un peu gardien de tous ces efforts, gardien de toute cette audace pour faire que notre port de Fort-de-France garde toutes ses lettres de noblesse et voire même conquiert quelques étoiles nouvelles. Nous devons d'être performants, nous devons d'être compétitifs et nous devons d'être résolument au service de nos clients, nous devons d'être résolument au service de l'économie martiniquaise pour lui permettre justement d'être le plus performant et le plus compétitif possible pour la création d'activités, pour la création d'emplois. Vous savez que l'emploi est le véritable problème en Martinique et le port peut apporter sa contribution au développement de l'activité économique et au développement de l'emploi en Martinique. On est un peu à la croisée des chemins.
il va nous falloir choisir. Notre avenir est dans nos mains. Donc, d'une part, des possibilités de développement relativement limitées, puisque le marché domestique n'est plus à même de soutenir le développement du port. Mais surtout, je dirais, un développement vers l'extérieur. C'est ça l'avenir, c'est que le port aille à la conquête de nouveaux marchés, des marchés porteurs, et qui pourront soutenir son développement. La route est longue, bien évidemment. Au-delà des développements commerciaux et de ces conquêtes, il faudra surtout développer de la fiabilité, de l'efficacité, de la compétitivité pour pouvoir creuser ces marchés, les développer et puis s'inscrire de façon durable.